Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, vous êtes spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez négocié avec les plus hauts responsables militaires et de renseignement de l'État russe juste après la chute de l'URSS. Vous avez aussi travaillé au sein de l'OTAN pour les programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous avez publié le 17 janvier dernier un 4e livre sur la guerre en Ukraine intitulé « L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec » aux éditions Max Mello. Et vous avez regardé attentivement l'interview vidéo de Vladimir Poutine par Tucker Carlson sur X. Quelle est votre impression générale de cette interview ? Eh bien, la première impression, sans parler du contenu, tout d'abord, ça a été le contexte dans lequel cette interview est parue. Parce qu'elle est parue pratiquement le même jour où on avait aux États-Unis la publication d'un rapport sur la santé mentale de Joe Biden. On a vu pratiquement simultanément les deux chefs de grands États qui déterminent la géopolitique mondiale, ce ne sont pas les seuls, mais enfin, en tout cas ceux-ci, dans une lumière totalement diamétralement opposée. D'un côté, un Joe Biden dont beaucoup se préoccupent de sa capacité à conduire les États-Unis, et puis de l'autre, un Vladimir Poutine qui apparaissait sûr de lui, qui est apparu finalement extrêmement, réfléchi, posé, et c'est d'ailleurs ce qui a causé la méfiance ou l'animosité qu'on a vue dans nos médias à propos de cette interview. Et ça, c'est le deuxième aspect d'ailleurs qui est intéressant. C'est la panique, pourrait-on dire, que l'interview a causé dans nos médias. Et qui s'est traduit d'ailleurs, parce que j'ai suivi attentivement ce qui avait été dit sur cette émission, sur cette interview, de part et d'autre, donc les pro-russes ou les anti-russes, disons ça comme ça. Et je constate que personne n'a discuté le contenu de l'interview, et tout le monde a discuté les personnes. Ça a été feu libre sur Tucker Carlson et feu libre sur Vladimir Poutine, si j'ose dire. Mais sur les personnes, ce qui me donne une impression, enfin un deuxième degré d'impression sur cette interview, qui est que nous n'avons pas fait le pas en Occident de réfléchir sur les relations que nous avons avec la Russie. On les a placées dans un contexte purement émotionnel, et on voit que c'est émotionnel parce que plus personne ne discute la substance des choses. On discute que on attaque les personnes, non plus la substance. Il n'y a pas de discussion sur le fond de ce qu'a dit Vladimir Poutine. Il y a uniquement la question de la personne. Et en l'occurrence, ça a été Tucker Carlson qui a en fait été la cible pour beaucoup. Et c'est toujours un peu inquiétant quand on commence à tirer sur le messager plutôt que sur la substance. Et c'est ce qui s'est passé là. Donc là, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup étonné, d'autant plus que cette interview qui a ses avantages, ses inconvénients, enfin, pas une question d'avantages et inconvénients, mais disons qu'il y a ses aspects positifs et négatifs, elle a au moins le mérite d'avoir permis d'entendre directement, si j'ose dire, le point de vue de Vladimir Poutine, sans qu'on soit dans un contexte polémique. Et ça, je veux dire, c'est au crédit de Tucker Carlson de ne pas avoir attaqué, si vous voulez, avoir simplement laissé parler Vladimir Poutine. Parce qu'en réalité, ce qui nous manque en Occident, et ce qui est ressorti, à mon avis, de cette interview, c'est que les Russes, Vladimir Poutine en particulier, mais les Russes nous connaissent mieux que nous les connaissons. Moi, j'ai regardé cette interview avec l'œil de l'officier de renseignement, c'est mon métier, et dans le renseignement, on n'a pas beaucoup d'état d'âme sur la question de savoir qui est gentil, qui est méchant. On essaye de comprendre ce que les uns et les autres pensent. Là, cette interview, c'est un des éléments, parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cette interview, en réalité, donc ça a confirmé un certain nombre de choses, mais ça permet de figer, si on peut dire ça comme ça, la manière dont pensent les dirigeants russes, ou en tout cas le dirigeant russe,
et de comprendre aussi comment nous avons mal interprété les choses. Et je pense que la politique, c'est pas de faire d'interpréter ou d'essayer d'avoir une autre image de l'adversaire, mais d'avoir l'image exacte de l'adversaire. Et on s'aperçoit d'ailleurs très bien, cette interview, elle arrive au moment d'ailleurs où les chiffres de la croissance russe arrivent, où on parle de 3,6% de croissance du PIB. Et on s'aperçoit que cette Russie, sur laquelle on avait appliqué tellement de sanctions, a en fait le plus fort taux de croissance des pays du G7. Donc on voit bien qu'on a pris des sanctions sans connaître l'adversaire. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, à vrai dire, dans ce que révèle pour moi cette interview. Ce n'est pas tellement ce qu'a dit l'un ou l'autre, mais c'est que ça a révélé que nous connaissons mal la Russie et que ceux qui sont pour, d'ailleurs, et c'est valable d'ailleurs dans les deux camps, à la fois pour ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. D'ailleurs, on s'aperçoit que dans les médias, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont pas reflété l'entièreté de ça. On a vraiment passé comme chat sur braise, on a critiqué Tucker Carlson, mais sans discuter l'interview. Et c'est valable vraiment à gauche ou à droite. Même moi, j'ai été censuré sur une radio parisienne qui est pourtant à droite. On n'a pas fait le pas d'essayer de comprendre comment pensent les Russes. Et pour moi, ça, je dirais, c'est l'élément le plus important que j'ai retiré de cette interview, en fait. L'interview s'ouvre par un long rappel historique que certains ont vu maladroit pour un public occidental. Qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, l'interview, elle commence par cette longue présentation de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, d'ailleurs, qui fait grosso modo une demi-heure. Et on voit d'ailleurs que Tucker Carlson est mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est un Américain, c'est des gens qui vont droit au but, il n'y a pas on contourne pas, il n'y a pas de circonvolution, on va directement au but. Et dans la perspective de Vladimir Poutine, il faut comprendre la genèse d'un problème pour l'exposer. Donc déjà là, on a l'expression de deux cultures. La culture occidentale qui est plus directe, une culture russe, et c'est d'ailleurs un aspect que j'ai relevé dans mon livre sur l'art de la guerre, qui est plus holistique. C'est-à-dire que pour comprendre un problème, il faut comprendre toutes les ramifications, tout ce qui a conduit, qui contribue à la création du problème. Et ça me semble être un élément aussi très intéressant. Mais, ceci étant, si on réfléchit à cette perspective historique, on s'aperçoit qu'elle n'a pas été... c'est pas simplement pour le plaisir de l'histoire. Comme certains ont dit, Vladimir Poutine aime l'histoire et les Russes aiment l'histoire, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est pas pour ça qu'il l'a fait, parce qu'il amène ce long développement historique vers un point très précis que personne n'a relevé, parce que personne n'a étudié la question de pourquoi les Russes ont attaqué l'Ukraine. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans mes livres précédents, le premier, Poutine maître du jeu et Opération Z, la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine, c'est la question de la lutte entre la population russe ou russophone d'Ukraine et la population ukrainienne, si vous me passez l'expression. Tout ce développement historique, en fait, conduit à un élément que, d'ailleurs, Poutine cite, mais pas de manière un peu détournée, mais il le cite dans son interview, c'est le fait que les Ukrainiens ne considèrent pas les populations russes comme égales des Ukrainiens. Et je vous rappelle que j'avais mentionné dans mon livre Opération Z, la loi qui a été adoptée en Ukraine le 1er juillet 2021, qui donne des droits différents aux Russes et aux autres populations autochtones d'Ukraine en raison de leur origine, si vous voulez. Et certains, la comparaison n'est pas très heureuse malgré tout, mais
c'est la comparaison qu'ont fait certains, c'est de comparer cette loi du 1er juillet 2021 avec les lois de Nuremberg en Allemagne, qui donnaient, non pas sur la législation elle-même, qui était beaucoup plus agressive dans le Troisième Reich qu'elle ne l'est en Ukraine, mais sur le principe, c'est-à-dire que les citoyens ont des droits en fonction non pas de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils sont. Et c'est exactement le point sur lequel arrive Vladimir Poutine. Et c'est un point qui n'est pas nouveau, puisque lorsqu'il y avait eu cette loi qui a été publiée en juillet 2021, Vladimir Poutine avait écrit, le 12 juillet 2021, un article sur l'unité du peuple russe et du peuple ukrainien, que certains ont interprété en Occident comme quoi il niait l'existence de l'Ukraine. C'est totalement faux. Il voulait indiquer, d'ailleurs il le dit dans le texte, pour ceux qui ont pris la peine de lire, mais nos journalistes ne lisent pas ce genre de choses, mais quand vous lisez l'article de Poutine, il dit clairement que l'Ukraine est un pays souverain, etc., mais qu'il n'y a pas de raison de faire une différence entre les Russes et les Ukrainiens. Et c'est d'ailleurs un leitmotiv qu'on retrouve dans toute l'interview de Vladimir Poutine, où il explique que c'est en fait un peuple qui a une langue qui a légèrement qui s'est modifiée au cours des ans, mais en gros c'est un peuple qui a les mêmes racines quelque part, et donc qu'on est presque dans une situation de guerre civile d'une certaine manière. C'est pour défendre les droits des populations russes qu'il est intervenu. Et donc ça, c'est un élément intéressant parce que ça confirme d'ailleurs, enfin ça confirme, on le savait déjà à vrai dire, qu'il y avait cette idée qui a beaucoup touché les Russes déjà en 2014, c'est-à-dire cette différence que tout d'un coup le nouveau gouvernement ukrainien, qui n'était pas encore élu à l'époque, en février 2014, avait fait quand il avait voulu faire une séparation entre les russophones et les ukrainophones, en dégradant le statut de la langue russe à l'époque, et qui était passé du statut de langue officielle à statut de langue normale, si vous voulez. Vladimir Poutine revient sur la genèse du conflit et Tucker Carlson le relance sur la question de la dénazification. Y a-t-il vraiment quelque chose de nouveau qui ressort de cette interview? Alors, il y a un ou deux petits détails nouveaux qui apparaissent. Parce que cette question de dénazification, elle a évidemment beaucoup perturbé les Occidentaux, parce qu'on a dit non, l'Ukraine est un pays démocratique, comme on les soutient évidemment, ils peuvent qu'être démocratiques, et la question de la dénazification ne se pose pas. Or, ce qu'a révélé, et ça c'est nouveau, ce qu'a révélé Vladimir Poutine dans cette interview, c'est que dans la proposition que Zelensky, vous vous rappelez qu'en mars, à la mi-mars 2022, Volodymyr Zelensky a voulu trouver une solution politique au conflit. Et donc, il a fait une proposition qu'il a composée lui-même, enfin, lui et son équipe, bien sûr, qu'il a composée et qu'il a donnée aux Russes. Et dans cette proposition, il y avait le projet de dénazifier la conduite de Kiev. Ça, c'est intéressant parce que ça prouve que les Ukrainiens, et en l'occurrence Volodymyr Zelensky, étaient conscients de ce problème-là. Et donc, c'est un problème qui existe. Et ça me semble être un des éléments les plus intéressants de cette interview. Alors, ceci étant, il y a d'autres éléments intéressants qui sont relativement nouveaux dans cette interview. Et le deuxième élément nouveau, on savait que, après la proposition de Zelensky, qui avait été signé d'ailleurs par la délégation ukrainienne à Istanbul et présenté aux Russes, que Sergueï Lavrov avait dit qu'il était intéressé par cette proposition, qu'on pouvait travailler sur cette base-là, et les Russes étaient partants sur la base de la proposition de Zelensky. Les Russes ont retiré leurs troupes qui étaient à l'époque autour de Kiev. Ce retrait, il a été jusqu'à présent, les Russes avaient été assez évasifs sur les raisons pour lesquelles ils l'avaient fait. On sait pourquoi ils étaient là, c'était pour attirer les réserves, pour empêcher que les réserves de l'armée ukrainienne aillent dans le Donbass, donc pour les retenir près de Kiev, donc ça on le sait. Mais la raison pour laquelle ils avaient retiré était plus opaque d'une certaine manière. Et l'explication russe avait été jusqu'à présent qu'ils avaient voulu faire un geste de bonne volonté à l'égard de Kiev. Mais ce qui est de nouveau dans cette interview, c'est qu'il nous explique que ce geste de bonne volonté, ce n'est pas simplement fait à la demande de Kiev, mais c'est fait également à la demande de l'Allemagne et de la France.
Et ça, c'est un élément nouveau, parce que ça veut dire que dans la préparation de la proposition de Zelensky et dans la manière, enfin, de la présentation de cette proposition, les pays occidentaux, notamment la France et l'Allemagne, étaient impliqués là-dedans. Et ça, c'est vraiment l'élément nouveau. Ça veut dire que quand aujourd'hui on dit que les Russes sont retirés parce qu'ils étaient en difficulté, etc., en réalité, il n'y a pas eu vraiment de bataille autour de Kiev. Il y a eu des combats, bien sûr, parce que les Ukrainiens n'ont pas laissé avancer simplement les Russes comme ça. Mais il n'y a pas eu de bataille. On n'a pas eu de Bakhmout, on n'a pas eu ce genre de choses. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et l'explication, là, de Vladimir Poutine donne un éclairage un peu nouveau, montre que les Occidentaux savaient très bien pourquoi les Russes se sont retirés de Kiev. Mais ça indique aussi une autre chose. Et d'ailleurs, Poutine l'indique dans cette interview. Il dit, à peine on s'est retiré de Kiev, que les Occidentaux ont demandé à Zelensky de retirer sa proposition et on a jeté ça à la poubelle. Donc ça voulait dire, et ce qu'a voulu dire Vladimir Poutine, qui est probablement pas complètement faux d'ailleurs, c'est qu'on a en fait utilisé un petit peu la promesse ou la perspective d'avoir un accord pour avoir un geste de la part des Russes. Puis une fois que le geste a été fait, on a tout simplement abandonné. Donc là, il y a quelque chose, et Vladimir Poutine revient à plusieurs reprises durant cette interview sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux, que les Russes ont joué le jeu d'une certaine manière, mais que les Occidentaux n'ont pas joué le jeu. Et là, c'est intéressant parce que la France, et l'Allemagne d'ailleurs, mais la France, a été citée 3 fois dans l'interview. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'aucun média occidental n'a relevé ça. A été relevé 3 fois. La première fois, c'est lorsque la France et l'Allemagne ont été les garants de l'accord qui a eu lieu entre le gouvernement de Yanukovych et les manifestants de Maïdan. C'est le 21 février 2014. 2 jours avant que Yanukovych soit renversé et qu'on ait les nouvelles autorités. Je rappelle que la loi qui change le statut de la langue russe a été faite le 23 février, donc 2 jours plus tard. Donc les Occidentaux ont été garants d'un accord qui s'était fait entre les manifestants de Maïdan et Yanukovych pour qu'il y ait une passation de pouvoir, que Yanukovych se retire, qu'il y ait des élections, etc. Or, les Ukrainiens n'ont pas respecté cet accord. Les Occidentaux, qui étaient garants de cet accord, ne l'ont pas fait respecter chez les Ukrainiens. Donc, une fois de plus, là, la France a failli à sa parole, comme l'Allemagne d'ailleurs, parce qu'elle était garante au même titre d'ailleurs que la Pologne, et donc il y avait la Pologne, l'Allemagne et la France, et ces 3 pays ont failli à leur parole. Le deuxième exemple que mentionne Vladimir Poutine, c'est évidemment les accords de Minsk qui ont eu lieu, qui étaient de nouveau garantis par la France et l'Allemagne, que la France et l'Allemagne n'ont jamais fait respecter à l'Ukraine. Et donc là aussi, la France a failli à sa parole. Et puis, finalement, cet accord qui était en devenir en mars 2022, où la France et l'Allemagne avaient demandé à la Russie de faire ce geste et n'ont pas respecté cette espèce de gentleman's agreement qui avait été fait. On voit, et d'ailleurs, on peut le comprendre quelque part, une certaine amertume de la part de Vladimir Poutine sur ces promesses non tenues. Et d'ailleurs, il dit, c'est intéressant parce qu'il passe en revue les différents contacts qu'il a eus avec les dirigeants européens, et enfin pas seulement européens, occidentaux, puisqu'il dit qu'il a eu de très bons contacts avec les Américains, les présidents américains, etc., qui lui ont promis un tas de choses, mais qu'ils n'ont jamais eu les moyens de réaliser ce qu'ils avaient promis. Et il a dit, on a eu des assurances de Trump, d'Obama, etc. Et puis finalement, ça ne s'est jamais réalisé. Et il en tire la conclusion, alors là, on peut discuter de savoir si c'est juste ou faux, mais il y a quand même des questions à se poser, c'est que les présidents font des promesses, disent qu'ils vont faire quelque chose, mais quelque part, le système ne leur permet pas de les mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui
aussi à propos de l'Ukraine, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la situation en Ukraine a un peu dépassé ce que les Occidentaux voulaient. Et on se trouve maintenant dans des situations où les Américains, pour faire passer des fournitures d'armes, doivent contourner le Congrès en utilisant des lois ou des systèmes extra-parlementaires, si vous voulez, pour arriver à leur fin. Donc ça veut dire que, indirectement, et je pense que c'est un problème que vous avez aussi en France, c'est qu'on a des systèmes démocratiques qui ont été construits de manière très intelligente, mais qui arrivent aujourd'hui dans des situations tellement complexes que le système n'est plus adapté aux situations qu'il doit traiter. Et on a des systèmes qui deviennent dysfonctionnels d'une certaine manière. Et c'est un aspect que Vladimir Poutine relève dans cette interview. Vladimir Poutine critique une fois de plus l'OTAN. N'est-ce pas un message que l'on a déjà entendu? Alors oui, il critique l'OTAN, mais si on écoute bien, on remarque que ce n'est pas vraiment l'OTAN qu'il critique. Il critique plutôt la politique américaine d'utiliser l'OTAN. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais indiqué dans mes livres. Le problème pour les Russes n'est pas l'OTAN. Le problème, c'est l'usage qu'en font les Américains pour déployer ce qui fait peur aux Russes. C'est pas, ils sont habitués à avoir l'OTAN. Ils ont l'OTAN à leurs frontières depuis 1952, depuis que la Turquie fait partie de l'OTAN. Ce n'est pas la frontière de la Russie, c'est la frontière de l'Union soviétique à l'époque, mais quand même. Le problème qu'ont les Russes, c'est le stationnement d'armes nucléaires à leurs frontières, dans leur environnement immédiat. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas le temps de répondre. Et donc on est dans une situation pas asymétrique, mais dissymétrique, qui pourrait conduire à quelque chose de très grave. Parce que la dissuasion nucléaire est basée sur le fait que vous puissiez répondre à un engagement nucléaire. C'est pour ça que le traité ABM, dont d'ailleurs les Américains sont retirés en 2002, le traité ABM, c'est le traité antibalistique, prévoyait qu'on ne protège que certaines zones. Je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde s'étonnait beaucoup pourquoi on ne protège pas la population, on ne protège que les capitales dans le traité ABM. Et la réponse, c'est qu'il faut garder une vulnérabilité et une capacité de réponse de façon à ce qu'on puisse continuer à négocier même dans le cas d'un échange nucléaire. Ça, c'est lié à la puissance de l'atome qui fait qu'on peut très vite arriver à une destruction totale. Du moins, c'est ce qu'on imagine en tout cas. Donc, il faut faire jouer la dissuasion au maximum, et donc ça veut dire qu'il faut des vulnérabilités, mais il faut que ces vulnérabilités soient symétriques. Dès qu'il y a une dissymétrie dans la vulnérabilité, alors il n'y a plus de dissuasion possible et on est dans une situation qui devient extrêmement dangereuse. C'est pour ça que la question de la politique nucléaire est en fait au centre des préoccupations russes. Et c'est d'ailleurs ce que Vladimir Poutine évoque quand il dit que les Américains sont retirés des traités de contrôle des armements depuis 2002. Et c'est ça qui les inquiète. L'OTAN ne les inquiète pas vraiment puisque, en réalité, même les Russes ont pensé faire partie de l'OTAN à un moment donné. Et ils pensaient faire partie de l'OTAN parce qu'ils pensaient que l'OTAN, et je pense que c'était une vision qui était loin d'être fausse d'une certaine manière, c'est-à-dire que la sécurité à partir du début des années 90 ne devait plus être basée sur la confrontation, puisque les deux blocs, enfin il y avait un des deux blocs qui avait disparu, donc il n'y avait plus de raison d'avoir une confrontation, mais on devait avoir une sécurité par la coopération. Et c'est intéressant parce que ça rappelle, quand on parle de sécurité par la coopération, on voit l'idée de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, l'OSCE, qui avait été, durant la guerre froide, début des années 70, qui avait déjà été une initiative soviétique à l'époque. Les soviétiques, et on sait aujourd'hui, par des rapports, d'ailleurs la CIA a fait des rapports là-dessus, on sait aujourd'hui que les soviétiques plus exactement, n'avaient pas l'intention de nous envahir. Ils l'ont sans doute eu au tout début
dans les années 40 sous Staline, c'est probable. Mais plus tard, ils ont compris que c'était dans l'intérêt de personne d'essayer d'avoir une confrontation ouverte entre les deux blocs et qu'il fallait trouver des moyens de coopérer. Et ce sont les soviétiques, à l'initiative des soviétiques, qu'a été créée la conférence sur la coopération et la sécurité en Europe, qui est devenue l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, et qui est dans cette droite ligne d'une sécurité par la coopération. Et c'est effectivement ce que les Russes avaient en tête au début des années 90 pour l'OTAN. Parce que tout le monde, et je me rappelle parce qu'on a directement été questionné par ce problème-là dans les milieux du renseignement au moment où le pacte de Varsovie s'est effondré. Qu'allait devenir l'OTAN? Parce qu'il n'y avait plus vraiment d'ennemis, du coup, pour l'OTAN. Et donc, l'architecture de la sécurité européenne, qui était fondée sur l'antagonisme des deux blocs, prenait une autre dimension. Et il y a eu des modèles de réflexion, de savoir si effectivement, on ne pouvait pas avoir... Et d'ailleurs, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'a été créé le partenariat pour la paix, qui est ce qu'on a souvent traité d'antichambre de l'OTAN, qui, pour certains, aurait pu remplacer l'OTAN d'une certaine manière, c'est-à-dire d'avoir une structure qui favorise la coopération et dans laquelle tout le monde coopère avec tout le monde. On n'est plus dans un modèle d'affrontement idéologique, si vous voulez, puisque le bloc avait disparu, le bloc communiste avait disparu. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Et on voit que Vladimir Poutine, d'ailleurs, le déplore parce qu'il dit « Vous avez toujours, depuis la guerre froide, vous avez toujours essayé d'influencer ce qui se passait en Russie en exerçant une pression. » Il dit même « pression, pression, pression », il le dit à plusieurs reprises. Il en tire la conclusion que l'Occident n'était pas contre l'Union soviétique, mais contre la Russie, contre les Russes. Et j'ai rapproché cette réflexion d'une réflexion que j'ai faite d'ailleurs dans mon dernier ouvrage, L'art de la guerre russe, qui est d'ailleurs en introduction. C'est ce qui s'était passé au Parlement canadien, lorsque le Parlement canadien avait, d'une seule voix, fait une ovation, une standing ovation, à un ancien nazi, ou un collaborateur, devrait-on dire, ukrainien, qui avait combattu avec la Waffen-SS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui m'avait frappé dans cet événement, à part le fait que tous les parlementaires canadiens avaient applaudi un nazi, donc enfin un ex-nazi, donc c'était quand même assez inquiétant en soi. Mais ce qui avait été plus indicatif ou qui avait été plus révélateur pour moi, c'est que dans la présentation qu'on a fait, le président du Parlement canadien, il avait dit, quand il a présenté ce vétéran, il avait dit c'est un homme il n'a pas dit qu'il avait combattu les soviétiques, il avait dit qu'il avait combattu les Russes. Et ça, c'est assez frappant, parce qu'en réalité, dans les années 40 et plus tard, jusqu'au début des années 60 d'ailleurs, vous avez eu de ces nationalistes, ultranationalistes ukrainiens, qui ont certainement combattu les soviétiques, qui combattaient probablement les Russes aussi, mais dans une optique politique, qui combattaient les soviétiques, n'est-ce pas? Et à part le côté très paradoxal et ambigu que ça puisse avoir aujourd'hui, eh bien, ces gens étaient des nationalistes, ils combattaient pour leur pays. Je peux avoir même une certaine compréhension pour ça, hein, parce que ils voulaient un pays indépendant, ils étaient issus du démantèlement de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire austro-hongrois, et ils avaient entrevu la possibilité d'une indépendance grâce d'ailleurs au Troisième Reich, hein, quand le Troisième Reich a commencé à occuper l'Union soviétique, et par conséquent, pour eux, les nazis les avaient aidés à cette indépendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils en ont encore une certaine reconnaissance. Alors évidemment, vu de chez nous, c'est toujours quelque chose qui est déplaisant parce qu'ils ont un regard positif sur les nazis. Mais vu d'un Ukrainien,
lui, il ne voit pas Oradour-sur-Glane, il voit la libération de Kharkov par la division d'As-Reich. Vous comprenez, on est dans une perspective différente. Pour lui, c'est l'indépendance. Et voilà, je peux concevoir ce regard sur les choses, mais chez nous, évidemment, ça bloque parce qu'on se trouve tout d'un coup dans une situation où on est dans l'ambiguïté d'une certaine manière. Et de nouveau, aujourd'hui, on a transformé la lutte que les Ukrainiens avaient contre les Soviétiques en lutte contre les Russes. Donc, on a passé un cap et c'est exactement ce que Poutine dit. En fait, vous nous en voulez à nous. Et on voit très bien dans les sanctions qui ont été prises, d'ailleurs, qu'on n'a pas sanctionné simplement l'État russe, on a sanctionné les Russes. Donc, on retombe sur des vieux mythes qu'on avait déjà à la fin du 19e, sur cette immense Russie qui paraît immense et menaçante. Et puis on a gardé en fait ces vieux fantasmes. On a gardé les vieux fantasmes qu'ont décrit Adolf Hitler dans Mein Kampf. Nous avons exactement gardé le même esprit. On n'a pas évolué. Et c'est ça qui me semble personnellement extrêmement inquiétant. Vladimir Poutine revient souvent sur la négociation. Il dit qu'il a voulu négocier plusieurs fois et que d'ailleurs il ne voulait pas même cette guerre en Ukraine et qu'il est toujours prêt à négocier. En revanche, les Occidentaux, a priori, ne veulent pas négocier. Et ce qui est encore un peu plus incompréhensible, c'est que les Ukrainiens non plus ne veulent pas négocier alors qu'ils sont plus ou moins en situation de défaite. Alors, on est dans une situation un peu particulière avec cette question de négociation. Donc tout d'abord, la position de la Russie a toujours été de privilégier la négociation. Et je rappelle que la situation dans le Donbass, qui a été le déclencheur de l'intervention russe, c'est ça le déclencheur, c'est pas autre chose. Les Russes vont utiliser ça, leur éventuel succès ou leur éventuelle victoire, on verra comment tout ça se définit et comment on l'appelle, ils utiliseront ça pour obtenir des choses en plus qu'ils n'auraient pas pu obtenir par la négociation, ou plus difficilement, ou avec plus de temps. Mais les Russes ont toujours eu la négociation en ligne de mire pour les problèmes. Et c'était le cas pour le Donbass, qui était en principe, qui devait être solutionné par les accords de Minsk. Quant au problème de l'avance de l'OTAN et de la neutralité de l'Ukraine, c'est quelque chose qui, là aussi, avait été proposé par la Russie comme négociation. Et il y avait eu, d'ailleurs, en décembre 2021, il y avait eu des initiatives russes à cet égard. Donc les Russes ont toujours voulu privilégier la négociation. Est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'intervenir en Ukraine? On peut discuter là-dessus. Mais pour eux, ils se sont sentis obligés de le faire. La question est qu'ensuite, ils ont tout de suite été disposés à négocier. Déjà le 25 février, c'est-à-dire le lendemain du début de l'opération russe, le gouvernement ukrainien, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky, a téléphoné au ministère des Affaires étrangères suisse pour organiser une conférence de paix, déjà le lendemain. Et il y a eu un processus de négociation qui s'est engagé vraiment dès le 25 février, qui s'est déroulé pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, à Gomel, à la frontière avec le Bélarus, qui était finalement l'hôte de cette négociation. Et puis ça n'a pas fonctionné, à l'initiative d'ailleurs des Européens, qui sont intervenus auprès de Volodymyr Zelensky pour dire « si vous négociez, on ne vous aide plus ». Bon. La deuxième tentative de négociation, elle a été faite par Zelensky lui-même en mars 2022, nous en avons parlé. Et là aussi, ce sont les Occidentaux qui sont venus derrière Zelensky. On dit, soit tu retires ta proposition, soit on ne t'aide plus. Voilà. Et là, c'est Boris Johnson qui a transmis le message, et c'est l'Union européenne qui est venue avec un deuxième paquet d'aide financière pour des armes, à peu près un demi-milliard d'euros d'aide pour des armes.
Il y a eu une troisième tentative qui a été faite, dont personne ne parle, mais elle a existé, en août 2022, sous l'égide de Erdogan. Il a rendu visite à Volodymyr Zelensky et il a proposé un sommet entre Zelensky et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il avait été un peu échaudé par les deux premières expériences et il a hésité. Puis finalement, il a dit oui, il était d'accord de faire ce sommet et d'entamer une négociation donc directe entre les deux chefs d'État. Et là aussi, c'est Boris Johnson qui est intervenu. Il est venu à Lvov, je crois. Je ne sais pas s'il est allé à Kiev, mais il est venu à Lvov pour dire, il avait dit, ce n'est pas le moment pour faire des accords de paix fumeux. Donc, très, très clairement dit, on ne négocie pas, on continue. Et donc, quand on met tout ça bout à bout avec les constatations de Vladimir Poutine sur la confiance qu'on pouvait faire aux Occidentaux, qui finalement négociaient uniquement pour leur avantage, mais dès que une partie du contrat était remplie, ils abandonnaient tout, Poutine a dit c'est pas des partenaires fiables. Et actuellement, on se trouve dans une situation un peu particulière. On est dans cette espèce comment dire, en anglais on appelle ça catch-22, c'est-à-dire une situation où le serpent se mord la queue d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine a compris que négocier directement avec Zelensky, ça ne conduit à rien, puisque c'est finalement ces bailleurs de fonds qui font la décision et qui viennent derrière pour dire oui ou non. Donc ça veut dire qu'il faut négocier avec les bailleurs de fonds, en réalité. Alors, les bailleurs de fonds, pour Poutine, ça n'est pas l'Europe. Parce que manifestement, l'Europe fait ce que les États-Unis disent, mais n'a pas d'autonomie d'une certaine manière sur ce conflit. Elle a l'autonomie pour aider l'Ukraine, mais pas pour stopper le conflit. Ceux qui sont les marionnettistes et le bon Dieu, si vous voulez, c'est Washington. C'est la Maison-Blanche. Et c'est donc avec les Américains qu'il faudrait négocier. Le problème, c'est que les Américains, aujourd'hui, en période électorale, se sentent mal placés pour négocier. Et ils préféreraient, et ils essayent de pousser d'ailleurs, les Américains essayent de pousser Zelensky depuis la fin 2022 d'ailleurs. Donc ce n'est pas nouveau, ça fait maintenant 1 année et demie à peu près que les Américains comprennent que la partie est perdue pour l'Ukraine et que c'est l'Ukraine qui devrait négocier avec Vladimir Poutine. Mais en Ukraine, il y a le problème, c'est que je ne pense pas que Volodymyr Zelensky soit totalement maître des décisions qu'il prend et qu'il y a des forces qui l'empêchent, surtout pour une négociation. Les forces nationalistes ne lui pardonneront pas ça. Et ça explique d'ailleurs en partie pourquoi on a eu cette valse hésitation ces dernières semaines à propos du général Zaloujny. Parce que Zaloujny est soutenu par l'armée, bien sûr, mais aussi probablement par des gens très à droite. Et donc, et Zelensky, d'un autre côté, il voit que ça peut devenir un adversaire politique dans des élections, donc il a essayé de l'écarter pour des raisons peut-être plus politiques que militaires, en réalité. Et il a dû le faire en délicatesse, parce qu'il a fallu écarter Zaloujny sans se mettre à dos ces forces d'extrême droite. Donc on voit que l'équilibre politique en Ukraine est très précaire, d'une certaine manière, et pour éviter d'être considéré comme un traître, Volodymyr Zelensky a même émis un décret qui lui interdit à lui-même de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Donc Zelensky s'est interdit lui-même de négocier. Donc on est vraiment dans une situation sans solution, puisque les Américains voudraient que ce soit les Ukrainiens qui négocient,
que Zelensky s'est interdit lui-même de négocier, et puis que les Russes voient bien que ça ne sert à rien de discuter avec Zelensky, parce qu'il ne faut pas discuter avec les saints, il faut discuter avec le bon Dieu, et le bon Dieu, c'est le président américain. Donc voilà un petit peu où on en est. Maintenant, du point de vue russe, c'est intéressant que Vladimir Poutine soit revenu plusieurs fois sur cette question de négociation. Parce que, comme je l'ai dit, ça a toujours été une position du gouvernement russe d'être prêt à négocier. Et ils l'ont fait, d'ailleurs, si la négociation de mars 2022 avait abouti, les Russes se seraient retirés d'Ukraine. Donc, on serait dans une situation nettement plus favorable que ce qui pourrait se négocier aujourd'hui s'il devait y avoir négociation. Mais bref. On a relevé à plusieurs reprises, et je l'avais d'ailleurs évoqué dans mes livres précédents, que la population russe est elle aussi favorable à la négociation. Alors, nos médias ont traduit ça par le fait que la population russe était opposée à Poutine parce que Poutine voulait la guerre, puis la population russe voulait négocier. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Le soutien à l'opération militaire spéciale, c'est comme ça qu'on l'appelle en Russie, il est très grand aux États-Unis, en Russie. Il est très grand. La population soutient massivement. Environ 75% de la population, grosso modo, je n'ai pas les derniers chiffres, mais grosso modo, c'est ce chiffre-là qu'on a depuis février 2022. C'est 75% de la population soutient l'opération spéciale. Mais d'un autre côté, vous avez également cette même population qui, à environ 57%, de nouveau, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on est entre 50 et 60% des gens, soutiendraient une négociation. Donc on a la même position de la population et de Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant dans cette interview, que les Russes auront certainement vu, c'est qu'ils constatent que eux, la population, sont prêts à négocier, que le gouvernement russe est aussi prêt à négocier, mais que l'impossibilité vient du côté occidental. Et donc, d'une certaine manière, cette interview, elle conforte la position de Vladimir Poutine dans cette affaire. Il se trouve presque renforcé. Je ne pense pas que c'était le but de Tucker Carlson, mais le résultat étant ce qu'il est, je pense que de ce point de vue-là, les Russes sont aperçus qu'effectivement, ils ont un gouvernement qui essaye de négocier, mais qui a une impossibilité, à la fois institutionnelle et politique, du côté occidental, à entamer un processus de négociation. Et là, on est effectivement dans... On ne peut pas écarter le fait que Poutine est un joueur d'échecs à certains égards. Et ça se voit assez bien dans cette manière de faire. Je ne suis pas sûr que Tucker Carlson ait eu la maîtrise totale de cette interview, la maîtrise intellectuelle. C'est bien lui qui a posé les questions et tout ça. Mais je ne suis pas sûr qu'il a vu venir les problèmes. Parce que c'est un homme intelligent à part ça, mais probablement moins fin que Vladimir Poutine. Et on voit très bien d'ailleurs que lui-même, quand il pose ses questions, on voit qu'il connaît mal le dossier en réalité, ou du moins il le connaît mais à l'occidental, c'est-à-dire il ne connaît que la surface des choses, il a de la peine à comprendre la manière dont pensent les Russes, et donc ces questions sont des questions posées par un Américain, vues par un Américain, comme le poserait un Américain. Et s'il avait été bon stratège, il aurait posé ces questions comme l'aurait fait un Russe. N'est-ce pas? C'est là où l'image qu'on a et que nous donnent les médias de la Russie fausse notre approche. Et je reviens sur l'exemple des sanctions, qui est d'ailleurs aussi évoqué par Vladimir Poutine, mais la manière dont on a traité la Russie, qui se trouve aujourd'hui renforcée, vient simplement du fait qu'on n'a pas voulu comprendre ce qu'ils sont. On a vraiment considéré que c'était des quantités négligeables. On est parti de nos préjugés sans comprendre la réalité. Aujourd'hui, on se trouve confronté à simplement la réalité des faits. Et ça, c'est quelque chose qui est incontournable. C'est pour ça qu'on a poussé l'Ukraine dans une situation, et on s'est mis nous-mêmes dans une situation d'échec, parce qu'on a délibérément refusé de voir la réalité des choses. Et
qu'on soit pour ou contre la Russie, Vladimir Poutine, tout ça, chacun peut penser ce qu'il veut, mais si on avait voulu gagner contre la Russie, il aurait d'abord fallu comprendre comment eux pensent la guerre, comment eux pensent la confrontation qu'ils ont avec nous, comment eux nous perçoivent, pour ensuite appliquer une stratégie qui aurait été victorieuse. En refusant de faire ça, on a combattu un adversaire tel qu'on se l'imaginait et qui est totalement décalé par rapport à la réalité. Et on se retrouve aujourd'hui le bec dans l'eau, et surtout les Ukrainiens, parce qu'en réalité, on a joué, et nos dirigeants ont joué avec la vie des Ukrainiens, et c'est les Ukrainiens qui payent le prix de cette guerre. Mais alors pourquoi, quel est l'intérêt des Ukrainiens à continuer alors qu'ils sont dans une situation défavorable? Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque, d'ailleurs, je l'ai mentionné dans mes livres, dans mes 2 derniers livres d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de témoignages des militaires sur le front, donc du côté ukrainien, qui ont pu être approchés par des grands journaux comme El País, le Washington Post et d'autres, qui ont pu interroger les militaires ukrainiens. Et on s'aperçoit que les militaires ukrainiens ont été, et d'ailleurs ils sont très amers par rapport aux médias occidentaux, puisqu'ils disent, nous, on nous a envoyés sur le front, et on y est allé de bonne foi, en étant convaincus que les Russes avaient déjà perdu. Et qu'en fait, ce serait pour nous l'enfance de l'art que tout simplement enfoncer leur front, ils allaient fuir, ils étaient mal commandés, ils n'avaient plus de munitions, ils avaient du matériel obsolète, etc., etc. Et en réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc j'ai l'impression que la population ukrainienne est abreuvée par notre propagande, la propagande d'État ukrainien, et à une image qui ne correspond pas exactement à la réalité des choses en Ukraine. Alors, on s'aperçoit que ces derniers mois, la presse ukrainienne semble avoir réalisé ça. Et il faut dire aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a au sein de l'appareil ukrainien, devrait-on dire, ce n'est pas simplement le gouvernement, mais c'est l'appareil ukrainien, on voit qu'il y a des tensions entre ceux qui pensent qu'il faudrait arrêter, ceux qui pensent qu'il faudrait continuer, etc. On voit ces tensions. Et la presse reflète ces tensions. Donc on a des articles qui sont plus critiques qu'auparavant sur la manière dont le gouvernement traite la crise. Et on voit lentement une prise de conscience en Ukraine du fait qu'ils ont été poussés dans la fausse direction. Mais on les a poussés, et ça m'a frappé de voir que dans les remarques qu'avaient fait les soldats ukrainiens sur le front, ils condamnent les médias occidentaux. Parce qu'ils font confiance aux médias occidentaux. Puis quand les médias occidentaux disent la Russie perd, eux ils se disent ça y est, ça perd, et ils perdent. Et quand ils sont confrontés aux Russes dans le terrain, ils s'aperçoivent que ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense que la population ukrainienne est mise dans une situation... on l'a mise entre 2 chaises, d'une certaine manière. Bien malin qui pourrait dire ce qui va se passer, mais on pourrait avoir des retournements, comme on commence à le voir d'ailleurs, un retournement de situation qui pourrait arriver à une crise politique peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas prédire les choses. Mais en tout cas, on voit un lent désillusionnement de la population qui émerge et qui montre que la population a de moins en moins confiance en son gouvernement. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite du conflit en Ukraine? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une des leçons que retire Vladimir Poutine de ses expériences avec les Occidentaux, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance. Tout ça montre que l'Ukraine est dans une situation difficile aussi sur le terrain, parce que manifestement, les pertes sont énormes, et l'Ukraine n'est plus en mesure de renouveler, si vous voulez, le potentiel qu'elle sur le front. On a un deuxième Bakhmout qui est en train de se faire à Avdiivka aujourd'hui, où on a d'ailleurs les mêmes acteurs. Le général Syrski, qui a toujours été un avocat de Volodymyr Zelensky pour Bakhmout, c'est-à-dire il faut tenir chaque mètre carré et ne pas reculer.
Mais le problème, c'est que les Russes sont plus forts, donc les gens qui tiennent chaque mètre de câble, ils se font tout simplement broyer, et on perd des hommes au lieu d'abandonner ce qui ne vaut pas la peine d'être défendu, quitte à le reprendre par la suite dans des actions offensives. La réalité est probablement qu'en Ukraine, il manque les capacités offensives, et donc qu'on est dans un choix presque impossible. Probablement un peu d'ailleurs le même choix qu'il y avait à l'époque pour, je ne suis pas un spécialiste de la Première Guerre mondiale, mais c'est probablement un peu la même chose qu'il y avait eu pour Verdun. J'entends, il y a un moment, il faut, comme on n'a pas la capacité de se replier et de réattaquer, eh bien on tient ce qu'on peut tenir. Et on est un peu dans cette situation aujourd'hui. Et donc on a une Ukraine qui est en situation difficile, un Occident qui parvient difficilement à répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, des hésitations toujours plus grandes dans nos élites politiques sur le bien fondé du financement de cette guerre qui ne semble pas amener au succès qu'on avait espéré au départ. Et par conséquent, on voit qu'on est dans une situation j'allais dire presque de fanatisme quelque part. On veut à tout prix pousser les Ukrainiens là-dedans. Les Ukrainiens s'en rendent compte, et ils s'en rendent compte depuis très longtemps. Ça, c'est aussi ce que constate Poutine. Il constate qu'en réalité, les décisions qui sont prises en Occident ne sont pas des décisions rationnelles, des décisions qui sont purement émotionnelles. Et il prend l'exemple d'ailleurs de la question du dollar. Il dit, vous mélangez les choses, vous prenez un instrument économique pour en faire une arme de guerre, et puis ce n'est pas l'instrument qui est adapté pour ça. Donc, résultat des courses, vous vous affaiblissez. Et c'est effectivement un peu ce qui se passe. On a mal évalué les capacités de la Russie, et ça fait partie de cette incapacité que nous avons à écouter les Russes, parce que on a toujours l'impression qu'écouter Vladimir Poutine, c'est être d'accord avec lui. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Écouter les Russes, c'est d'abord comprendre comment ils pensent, comprendre leurs capacités. Combattre un adversaire sans le comprendre, c'est la plus grande faute qu'on puisse faire. Et c'est effectivement ce qu'on fait. Et Vladimir Poutine le mentionne, il dit finalement, c'est ce que vous faites. Vous n'essayez pas du tout de nous comprendre. Vous vous battez contre un adversaire. Et d'ailleurs, il dit, vous répétez ce que vous avez toujours fait dans l'histoire, sans vous poser la question de la situation nouvelle dans laquelle on est, et qui montre qu'en fait, tous vos efforts ne vous amèneront pas au but que vous cherchez à atteindre. Pensez-vous aussi que Tucker Carlson s'est fait le porte-parole de Poutine? Alors ça, c'est une question intéressante parce que aujourd'hui, dans ce genre de choses, de nouveau, on tire sur le messager plutôt que d'essayer de combattre ou de travailler sur la substance du problème. Et là, évidemment, on a dit Tucker Carlson, suppôt de Poutine. Enfin, en réalité, je pense que Tucker Carlson n'est pas un pro-russe. C'est un pro-Trump. Il faut peut-être le voir comme ça. Et Trump n'est pas un pro-russe. Ça, c'est très important aussi de comprendre. En Europe, on a toujours tendance, en France en particulier, c'est assez amusant de voir comment les gens réfléchissent dans ce pays. On est toujours dans le blanc ou dans le noir. Il n'y a jamais de zone de gris. Or, quand on regarde la politique américaine, elle est beaucoup plus dans les zones de gris en réalité. Et elle travaille davantage dans les zones de gris. Et c'est quelquefois difficile de faire la distinction entre un démocrate de droite et un républicain de gauche. Ce que vous n'avez pas du tout en France. En France, on a des petites cases et les gens sont dans les cases et ils restent dans les cases. Il y a un côté très bureaucratique dans la pensée politique française quelque part. La pensée politique américaine, elle n'est pas très fine, mais elle est subtile. Voilà, pour la comprendre. Et quand on parle de la Russie, il faut comprendre que même d'ailleurs aujourd'hui, à l'intérieur de l'administration Biden, vous avez deux écoles à propos de la Russie. Une école dit il faut que la Russie se rapproche de l'Occident parce que l'ennemi, c'est la Chine. Et alors l'ennemi, la Chine comme ennemi, ça c'est, comme on le dit aux États-Unis, bipartisan. C'est-à-dire que soit les démocrates, soit les républicains considèrent que l'ennemi principal des États-Unis, c'est la Chine, pas la Russie. La question est qu'est-ce qu'on fait avec la Russie?
Et vous avez ceux qui pensent qu'il faut attirer la Russie dans notre camp pour qu'elle n'aide pas la Chine. Et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut affaiblir la Russie jusqu'à la faire éclater complètement, de façon à ce qu'elle ne puisse pas aider la Chine. Voilà. Trump est dans l'idée qu'il faudrait rapprocher la Russie de l'Occident pour combattre la Chine, alors que des gens comme Blinken, par exemple, sont dans l'idée qu'il faut détruire la Russie pour qu'elle ne puisse pas aider la Chine. Voilà. On a ces deux écoles. Et ces deux écoles, vous les trouvez à la fois chez les républicains et chez les démocrates. Et donc, quand vous regardez d'ailleurs la politique de Trump quand il était président, on lui a reproché, et ça a été d'ailleurs le cheval de bataille des démocrates, de dire qu'il était pro-russe, pro-Poutine, etc., parce qu'il fallait trouver, en fait, il fallait trouver quelque chose contre Trump. Si on regarde bien ce qu'a fait Trump, et je crois que j'ai fait, je pourrais me tromper, mais il me semble l'avoir fait dans un de mes livres, en tout cas je l'ai fait quelque part, j'ai fait une liste de toutes les mesures que Trump avait prises contre la Russie. Et j'ai constaté qu'aucun président avant Trump avait pris autant de mesures contre la Russie que Donald Trump. C'est lui qui a pris le plus de mesures contre la Russie. Donc on ne peut pas dire qu'il soit pro-russe. Et quand on écoute bien l'interview de Tucker Carlson et de Vladimir Poutine, on s'aperçoit que Tucker Carlson, à un moment donné, essaye d'introduire une espèce de coin entre la Russie et la Chine, en disant, mais finalement, vous alliez avec la Chine, mais est-ce que c'est vraiment un allié? Et Poutine explique, de toute façon, vous ne nous laissez pas le choix, d'une part, puisque vous ne nous voulez plus, donc on se tourne vers nos autres voisins, et puis on a une frontière de 1000 km avec la Chine, donc ça c'est logique qu'on soit avec la Chine. D'autre part, Poutine dit, nous, chaque fois qu'on on a essayé d'avoir des relations d'égal à égal, vous avez triché, vous n'avez pas respecté votre parole. Et on peut revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la France, l'Allemagne, et puis des différentes situations où la France et l'Allemagne ont trahi leur parole, alors que les Chinois n'ont jamais fait ça. Les Chinois nous ont toujours traités d'égal à égal. Tucker Carlson lui dit, oui, mais vous êtes un peu les vassaux de la Chine, c'est un peu ce qu'il essaye de lui faire dire. Et puis Vladimir Poutine dit, mais ce n'est pas du tout la manière, en tout cas, dont les Chinois nous parlent. Ils nous traitent comme des égaux. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des échanges, et puis il donne le niveau des échanges, je n'ai plus les chiffres en tête, qu'il y a entre la Chine et la Russie. Et il montre que ils ont tout simplement pris votre place. Et puis autrefois, on avait tel niveau d'échange avec les Occidentaux. Vous ne le voulez plus, donc maintenant on a fait ça avec les autres. C'est aussi simple que ça. Et ça montre que Tucker Carlson, lui, essaye, d'ailleurs, Tucker Carlson est un anti-chinois de tout premier, enfin, maintenant tout le monde le connaît à cause de cette interview, mais ceux qui l'ont suivi avant sur Fox News voient que c'était quelqu'un qui était très anti-chinois. Et dans ses émissions précédentes, non seulement il est très anti-chinois, mais il avait toujours reproché à la Russie, il avait fait exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire la Russie c'est une quantité négligeable, qu'il faut plutôt prendre de notre côté plutôt qu'elle aille du côté chinois, mais non pas par sympathie pour la Russie, j'allais dire presque par dédain par rapport à la Russie, parce que l'ennemi c'est la Chine, et la Chine est un ennemi plus important que la Russie. Donc il y a une continuité dans la réflexion de Tucker Carlson. Donc Tucker Carlson n'est pas un pro-poutinien. En revanche, on pourrait dire qu'il a un peu fait la propagande de Trump. Et je reviens à la question que vous aviez posée au début, c'est-à-dire, ou plutôt la réponse que j'avais faite à votre question au début, c'est-à-dire l'impression que donnait l'interview de Poutine par rapport à ce qui se passait aux États-Unis avec Joe Biden. Et on s'aperçoit bien que quand on fait la comparaison entre Poutine et Biden, eh bien, la seule solution qui vient logiquement, c'est Trump. Et c'est effectivement
je pense, la stratégie ou l'idée que quelque part Tucker Carlson avait derrière la tête, c'est de refaire, de montrer que pour affronter Poutine, il ne faut pas un Biden, il faut un Trump. Voilà. Je pense que c'est plutôt ce qu'a voulu faire Tucker Carlson. Maintenant, après, je ne prends pas position sur Biden ou Trump. On est dans un choix entre la peste et le choléra. Et ça, c'est une question après que les Américains devront eux-mêmes trancher. On constate que tout ce qui a été dit se trouvait déjà dans vos livres, Poutine, maître du jeu, Opération Z, ou même Ukraine entre guerre et paix. Encore aujourd'hui, il semble que vous soyez le seul en France à faire l'analyse que vous venez de présenter. Pourquoi ? C'est une bonne question. Là, j'ai été frappé par le manque de qualité et le manque d'analyse, tout simplement d'ailleurs, qu'il y a eu autour de cette interview de Tucker Carlson, ou de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Et ça conforte d'ailleurs un sentiment que j'ai depuis longtemps, pas seulement à propos du conflit ukrainien, mais aussi des conflits précédents qu'il y a eu, l'Irak, etc. Et puis le conflit qui d'une certaine manière a pris la relève, au moins dans les médias, c'est-à-dire celui de la Palestine, c'est qu'en France, l'analyse se limite trop souvent, et c'est d'ailleurs, vous le voyez dans le monde politique aussi, l'analyse politique se limite très souvent à simplement conforter les préjugés. On prend un préjugé et on construit quelque chose là-dessus. Et quand vous regardez ce qu'il y a dans le monde, ce qu'il y a dans ce que vous avez sur LCI, CNews, Libération, etc., vous retrouvez ça. Il semble qu'en France, et ça c'est vraiment très franco-français, parce que je le vois beaucoup moins en Grande-Bretagne et encore moins aux États-Unis, où on a, même si vous avez des journaux qui sont plus orientés, sont très anti-russes, très anti-chinois, etc., il y a malgré tout des journalistes qui ont la capacité de prendre du recul par rapport aux choses. Et ça, vous ne l'avez absolument pas en France. Et vous avez finalement la politique, qu'elle soit à propos de la Palestine ou à propos de l'Ukraine, vous avez une politique qui est totalement polarisée. C'est l'extrême gauche contre la droite. Il n'y a plus vraiment d'extrême droite en France, d'une certaine manière. Elle est toute extrême, on peut dire. On est de nouveau dans le blanc-noir. Et il n'y a plus de nuances. Et tout simplement parce qu'on essaye simplement de conforter ses préjugés. Et quand on voit les différentes analyses, d'ailleurs dans les deux sens, hein, ça va de ceux qui sont pro-russes ou ceux qui sont pro-ukrainiens, ou anti-russes ou anti-ukrainiens, vous pouvez le prendre comme vous voulez, il n'y a pas d'analyse à partir de faits. On utilise les faits pour justifier ce préjugé, mais on ne construit pas sa réflexion sur la base des faits. Et ça me semble être une constante d'ailleurs de la politique française d'une manière générale. Et c'est pour ça qu'on a une politique qui est aussi polarisée quelque part. Alors que, de nouveau, aux États-Unis, on a l'impression que ce n'est pas nécessairement les extrêmes qui mènent le débat. C'est plutôt le centre qui mène le débat, d'une certaine manière. Et vous allez trouver, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir des démocrates de droite et des républicains de gauche qui vont s'associer. Vous voyez ? On n'est pas du tout dans la polarisation qu'on a en France. Et ça me semble être un des éléments importants pour la compréhension du monde. Et on s'aperçoit qu'on a la même incompréhension du conflit ukrainien comme on l'a du conflit palestinien, ou même des conflits précédents d'ailleurs, des conflits pour l'Irak, pour la Syrie, même l'Afghanistan. On voit bien que c'était une erreur d'aller dans ces pays, mais il y a un côté... on est dominé par le côté anti-arabe, anti-islamique, anti-islamiste, où tout est mis d'ailleurs dans un seul paquet, tous les musulmans sont des terroristes, etc. On n'arrive plus à faire la part des choses
Et à partir du moment où on n'arrive plus à faire la part des choses, eh bien, on est dans les approximations, et c'est un peu comme ça que on perçoit, enfin je perçois, la politique étrangère et la politique de sécurité même de la France. Merci Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec, publié aux éditions Maximilien. Merci.